Salut les amis pêcheurs, dites-moi, vous pensez que pour pêcher le sandre en hiver, la règle d'or c'est d'être lent, presque à l'arrêt, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous répète depuis des années. Et si je vous disais qu'à la fin du mois de février, cette technique est le meilleur moyen de rentrer bredouille? Oui, vous avez bien entendu. C'est une erreur fatale. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi votre animation lente pour le sandre vous empêche de prendre du poisson à cette période si particulière. Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous révéler le changement de comportement du sandre que beaucoup de pêcheurs ignorent, et surtout, comment adapter votre pêche pour enfin déclencher des touches. La raison pour laquelle vos boîtes restent vides se trouve peut-être dans un détail que vous n'avez jamais considéré. Alors, une question avant de commencer. Pensez-vous vraiment que la lenteur est la clé universelle en hiver? Mettez votre avis en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire et d'en débattre. Avant de plonger dans le vif du sujet, posons un peu le décor. La pêche du sandre en hiver, c'est une religion pour beaucoup d'entre nous. Et le dogme principal, c'est la lenteur. On nous a appris et on a constaté que dans l'eau froide, le poisson est léthargique, son métabolisme ralentit, il ne veut pas dépenser d'énergie. Donc, logiquement, on lui présente un leurre qui se déplace doucement, une proie facile, presque morte. On gratte le fond, on fait des pauses interminables, on anime sur des dizaines de centimètres. Et ça marche en décembre, ça marche en janvier. Le problème, c'est que cette habitude est tellement ancrée qu'on la transforme en vérité absolue pour toute la saison froide. On ne se pose plus de questions. On arrive au bord de l'eau fin février et on reproduit exactement le même schéma, la même gestuelle. On est persuadé que si ça ne mord pas, c'est la faute à la météo, à la pression atmosphérique, à la lune, mais jamais, au grand jamais, on imagine que notre technique, celle qui nous a tant réussi, est devenue le problème numéro 1. Commençons par le tableau classique. Imaginez la scène. C'est un matin de fin février. Il fait encore bien froid, peut-être 3 ou 4 degrés. Vous êtes au bord de votre lac ou de votre rivière préférée. Le silence est total, à peine troublé par le bruit de votre tresse dans les anneaux. Vous avez monté votre meilleur leurre souple, celui qui vous a donné tant de confiance pendant les mois précédents. Vous lancez, vous laissez le leurre toucher le fond, et là, le rituel commence. Une animation lente, millimétrée. Un petit tour de manivelle, une longue pause. Vous essayez de sentir la moindre vibration, le plus petit toc suspect. Vous êtes dans un état d'esprit quasi méditatif. Vous êtes convaincu que la clé est la patience, la discrétion, la lenteur extrême. C'est la pêche d'hiver que vous connaissez, celle qui demande de la finesse et de l'abnégation. Vous êtes tellement concentré sur cette approche que vous ne voyez pas les signaux subtils que la nature vous envoie. Et surtout, vous passez complètement à côté de ce qui se passe réellement sous la surface. Cette approche, si juste un mois plus tôt, est maintenant totalement décalée. Maintenant, demandons-nous pourquoi nous sommes si attachés à cette idée de lenteur. Ce n'est pas une idée sortie de nulle part, elle repose sur une base scientifique bien réelle. Le sandre, comme tous les poissons, est un animal à sang froid. Sa température corporelle et donc son métabolisme dépendent directement de la température de l'eau. Quand l'eau est très froide, disons en dessous de 5 ou 6 degrés, son système digestif ralentit, ses mouvements sont moins vifs, il cherche à économiser chaque calorie. Il ne va pas se lancer dans une course-poursuite effrénée pour une petite proie. Il préfère attendre qu'une opportunité facile se présente. Une animation lente imite parfaitement une proie affaiblie par le froid, une cible de choix pour un prédateur en mode économie d'énergie. Le problème, c'est que nous considérons cette vérité comme immuable pour toute la période hivernale, sans tenir compte des micro-changements qui peuvent tout faire basculer. Nous avons raison sur le principe, mais nous nous trompons sur sa durée d'application. C'est une vérité partielle qui, fin février, devient un mensonge. Et c'est là qu'intervient le plus grand piège pour le pêcheur, le piège du succès passé. Vous avez fait une superbe pêche mi-janvier avec cette technique. Vous avez peut-être même touché votre poisson record. Votre cerveau a enregistré l'information. Animation lente égale cendre. C'est devenu une certitude, une formule magique. Alors, quand vous revenez au bord de l'eau fin février, même si les conditions ont subtilement changé, votre premier réflexe est de reproduire ce qui a fonctionné. C'est humain. On devient presque un robot. On exécute la même gestuelle sans réfléchir. On ne se demande pas si c'est toujours pertinent.
On se dit, si les cendres sont là, ils finiront bien par mordre avec cette technique. C'est une forme de confiance aveugle qui nous empêche d'analyser la situation présente. On s'enferme dans une stratégie obsolète simplement parce qu'elle a été payante par le passé. Le pêcheur qui réussit est celui qui sait s'adapter, pas celui qui répète inlassablement les mêmes gestes en espérant un résultat différent. C'est la définition même de la folie, comme disait Einstein. Alors, les heures passent et les premiers signes de l'échec apparaissent. Vous avez pêché votre poste de fond en comble. Vous avez changé de couleur de leurre 10 fois. Vous avez essayé un shad, puis un finesse, puis une créature. Toujours avec la même lenteur désespérante. Et le résultat est le même, rien. Pas une touche, pas un suivi, rien. Le vide absolu. C'est à ce moment-là que les excuses commencent à fuser dans notre tête. L'eau est trop froide, la pression est trop haute. C'est sûrement le vent du nord. Les poissons ne sont tout simplement pas d'humeur aujourd'hui. On trouve des dizaines de coupables potentiels, des facteurs externes sur lesquels on n'a aucun contrôle. Mais on ne remet jamais en question le seul paramètre que l'on maîtrise à 100%, notre animation. C'est le point aveugle de notre analyse. Admettre que notre technique fétiche ne fonctionne plus est difficile. C'est comme admettre qu'on a tort. Il est bien plus confortable de blâmer la météo. Pourtant, la vérité est là, sous nos yeux. Le problème, c'est nous. Mais alors, qu'est-ce qui change réellement sous la surface? Parlons maintenant du facteur déclenchant, celui que beaucoup de pêcheurs sous-estiment. La fin du mois de février correspond souvent à une période de redoux, même très léger. Il ne s'agit pas forcément d'un passage de 0 à 15 degrés. Parfois, il suffit que la température de l'eau gagne un seul petit degré, passer de 4 à 5 degrés ou de 5 à 6. Pour nous, c'est insignifiant. Pour le métabolisme du cendre, c'est un signal énorme. C'est comme un interrupteur qui bascule. Cette légère augmentation de la température, combinée à l'allongement de la durée du jour, envoie un message très clair à l'horloge biologique du poisson. C'est un signal de pré-saison. Le printemps approche et avec lui, la période de reproduction, la fraie. Ce n'est plus le temps de l'hibernation et de l'économie. C'est le début d'une nouvelle phase, beaucoup plus active. Et cette phase change absolument toutes les règles du jeu. Ce signal thermique et lumineux déclenche ce qu'on peut appeler le réveil hormonal du cendre. Les processus physiologiques liés à la reproduction commencent à se mettre en place. Les gonades des poissons commencent à se développer. Ce processus demande une quantité d'énergie considérable. Le poisson ne peut plus se contenter de petites proies faciles et occasionnelles. Son instinct lui dicte un besoin impérieux de s'alimenter massivement pour accumuler des réserves de graisse et de protéines. C'est une question de survie et de succès de la reproduction. Il doit faire le plein d'énergie avant les efforts intenses de la fraie. Le cendre léthargique de janvier, qui attendait patiemment qu'une bouchée lui passe sous le nez, se transforme progressivement en un chasseur beaucoup plus déterminé et agressif. Il ne subit plus son environnement, il commence à agir dessus. Il entre dans une phase de recherche active de nourriture. Et c'est ce changement radical de comportement que notre animation lente ne prend absolument pas en compte. Ce besoin calorique intense entraîne un changement visible dans son régime alimentaire. En plein cœur de l'hiver, un cendre pouvait se satisfaire d'un ver, d'une écrevisse ou d'un petit poisson mort trouvé sur le fond. C'était de l'opportunisme pur, mais fin février, ce n'est plus suffisant. Pour accumuler rapidement de l'énergie, il doit se tourner vers des proies plus grosses et plus nutritives, des gardons, des ablettes, des perches. Et ces proies-là ne sont pas immobiles au fond de l'eau. Elles sont vives, elles se déplacent. Le cendre doit donc se remettre en mode chasse. Il va commencer à se déplacer davantage, à patrouiller sur des zones plus larges, à la recherche de bancs de poissons fourrage. Il ne va plus attendre que la nourriture vienne à lui, il va aller la chercher. Son comportement passe d'une stratégie de conservation d'énergie à une stratégie d'accumulation d'énergie. Il a faim, une faim pressante et dictée par ses hormones. Il a besoin de repas copieux et il est prêt à dépenser de l'énergie pour les obtenir. Et c'est là qu'un nouveau concept entre en jeu, la touche de réaction, ou reaction strike, comme disent les Américains. À cette période, le cendre ne mord pas seulement par faim. Son agressivité augmente de jour en jour à l'approche de la fraie. Il commence à défendre son futur territoire de nidification.
Tout ce qui passe à proximité et qui ressemble à un intrus ou à une proie en fuite peut déclencher une attaque réflexe. Il n'a pas le temps d'analyser, d'inspecter. Il voit quelque chose qui bouge vite, qui a un comportement de fuite, et il l'attaque. C'est un instinct primaire. Il ne se demande pas s'il a vraiment faim à cet instant T. Il attaque par réflexe, par agressivité, par territorialité. C'est un comportement que l'on observe très bien chez le black bass. Mais le sandre, à cette période précise, adopte des schémas très similaires. Il est sur les nerfs. Et une animation lente ne viendra jamais, au grand jamais, déclencher ce type d'attaque réflexe. Au contraire, elle lui laisse tout le temps d'identifier le leurre comme un simple bout de plastique. Comprenons maintenant en détail pourquoi la lenteur devient votre pire ennemi. Première raison, et la plus évidente. Un leurre animé très lentement à cette période est tout simplement antinaturel. Pensez-y une seconde. L'eau se réchauffe légèrement. La vie aquatique reprend un peu d'activité. Les petits poissons blancs, les proies favorites du sandre, sont un peu plus vifs, un peu plus rapides. Ils ne se traînent pas au fond de l'eau comme des limaces. Un leurre qui avance au ralenti, qui fait de longues pauses, ne correspond à rien de ce que le sandre a l'habitude de chasser à ce moment-là. Il présente un stimulus complètement incohérent avec la réalité de son environnement. Un sandre en mode chasse active, qui recherche des proies vives, va voir passer votre leurre lent et va tout simplement l'ignorer. Pour lui, ce n'est pas de la nourriture, c'est un objet non identifié, un déchet, mais certainement pas un repas potentiel. Vous lui montrez un film au ralenti alors qu'il s'attend à un film d'action. Deuxième point crucial, votre animation lente ne déclenche absolument pas son agressivité. Comme on l'a vu, le sandre de fin février est sur le qui-vive. Il est nerveux. Il faut le provoquer, le surprendre. Une animation lente, c'est tout le contraire. Elle est prévisible, monotone. Le leurre se déplace doucement. Le sandre a tout le temps de l'approcher, de le suivre sur plusieurs mètres, de l'inspecter sous toutes les coutures. Et que va-t-il conclure? Que ce n'est pas une vraie proie. Il va voir la tresse, l'agrafe, il va sentir que quelque chose cloche. Il n'y a aucun effet de surprise, aucun sentiment d'urgence qui pourrait le pousser à attaquer sans réfléchir. Pour déclencher une touche de réaction, il faut un mouvement soudain, une accélération, quelque chose qui imite une proie qui a peur et qui s'enfuit. Votre animation lente fait tout l'inverse. Elle rassure le sandre sur le fait que ce n'est pas une proie et qu'il n'y a aucune raison de l'attaquer. Vous endormez le poisson au lieu de le réveiller. Il y a aussi une raison purement mathématique à l'échec de la lenteur. Quand vous pêchez très lentement, vous couvrez très peu de terrain. Sur une journée de pêche, vous allez peut-être peigner méticuleusement une ou deux zones. Or, à cette période, les sandres ne sont plus forcément regroupés en bancs compacts et statiques comme au cœur de l'hiver. Ils commencent à bouger, à explorer, à suivre les bancs de poissons-fourrage qui se déplacent eux aussi. Les poissons sont plus dispersés. En pêchant lentement, vous diminuez drastiquement vos chances de croiser la route d'un poisson actif. C'est un simple calcul de probabilité. Pour trouver des poissons actifs, il faut prospecter, couvrir de l'eau. Une approche plus rapide vous permet de multiplier les lancers, de balayer des zones beaucoup plus vastes et donc d'augmenter mathématiquement vos chances de présenter votre leurre devant un poisson en chasse. Rester statique avec une animation lente alors que les poissons, eux, sont en mouvement, c'est comme essayer d'attraper un bus en marchant au ralenti. Enfin, il y a ce que j'appelle le facteur ennui. Mettons-nous à la place du sandre. Il est plein d'énergie, il a faim, il a envie de chasser, et là, il voit passer votre leurre, qui se traîne lamentablement sur le fond. C'est l'équivalent de lui proposer une tisane à la camomille alors qu'il a envie d'un café serré. C'est tout simplement ennuyeux. Votre présentation manque de vie, d'attrait, de peps. Un prédateur est stimulé par le mouvement, la vitesse, la fuite. C'est ce qui déclenche son instinct de chasse. Une proie amorphe n'est intéressante que pour un prédateur lui-même amorphe, ce qui n'est plus le cas du sandre fin février. C'est une erreur de projeter notre vision humaine de l'hiver sur le poisson. Nous, on a froid, on a envie de rester au chaud sans bouger. Lui, il est en train de se préparer pour l'événement le plus important de son année. Il est plein d'une énergie nouvelle. Il faut lui proposer une animation qui soit à la hauteur de son propre état d'esprit. Votre animation doit être excitante,
pas soporifique. Alors, que faire concrètement? La solution est simple en théorie, mais elle demande de changer complètement son état d'esprit. Il faut abandonner la pêche à gratter et passer à une pêche en traction, ou pêche de relâcher. Le principe est à l'opposé de l'animation lente. Au lieu de faire 1 ou 2 tours de manivelle pour faire avancer le leurre sur le fond, on va utiliser la canne pour lui imprimer une impulsion très vive et très ample. On pointe la canne vers le leurre et d'un mouvement sec du poignet et de l'avant-bras, on la relève vivement vers le ciel, sur 50 cm, 1 mètre, voire plus. Le but est de faire décoller le leurre du fond de manière brutale et rapide, comme une fusée. Cette traction doit être sèche, rapide. Il ne s'agit pas d'un mouvement lent et ample, mais bien d'une tirée explosive. C'est ce geste qui va tout changer et qui va transformer votre leurre inerte en une proie paniquée. Visualisons la mécanique de cette animation. Votre leurre est posé sur le fond. Vous effectuez cette traction vive et rapide. Le leurre est arraché du fond et part à toute vitesse vers la surface. Il imite à la perfection un petit poisson qui était en train de fouiller le fond et qui, surpris par la présence du cendre, détale à toute vitesse. C'est un signal de panique universel dans le monde aquatique. Ensuite, et c'est une phase capitale, vous accompagnez la redescente du leurre en gardant votre bannière légèrement tendue. Vous ne moulinez pas, vous baissez simplement votre canne en même temps que le leurre redescend, tout en récupérant l'excédent de fil. Le leurre va alors planer, redescendre en oscillant, comme un poisson blessé qui vient de faire un effort surhumain et qui retombe épuisé. C'est cette combinaison d'une fuite rapide et d'une chute planante qui est absolument irrésistible pour un cendre en chasse. Il voit la fuite, son instinct se déclenche, il poursuit, et il cueille le leurre au moment où il redevient vulnérable pendant la descente. Mais pourquoi est-ce que ça marche si bien? Tout simplement parce que cette animation coche toutes les cases du comportement d'un cendre de fin février. Premièrement, elle déclenche la fameuse touche de réaction. Le démarrage brutal du leurre surprend le poisson. Il n'a pas le temps d'analyser, son cerveau reptilien prend le dessus et il attaque par pur réflexe. C'est un stimulus si fort et si soudain qu'il ne peut pas l'ignorer. Deuxièmement, ça imite parfaitement une proie en détresse. Un poisson en bonne santé ne se déplace pas lentement sur le fond. Il nage, il accélère, il change de direction. Cette animation est bien plus naturelle et crédible qu'un simple grattage linéaire. Troisièmement, elle est visible de loin. Un leurre qui décolle de 1 mètre du fond crée beaucoup de vibrations et un signal visuel fort, attirant les poissons qui patrouillent à plusieurs mètres de là. Vous augmentez considérablement votre zone de détection par rapport à un leurre qui reste collé au substrat. Préparez-vous aussi à un changement radical dans la nature des touches. Avec une animation lente, on s'habitue à des touches très subtiles, le fameux toc délicat, parfois juste un poids dans la ligne, une sensation presque imperceptible. C'est la signature d'un poisson peu actif qui vient aspirer le leurre doucement. Avec la pêche en traction, oubliez tout ça. Les touches sont d'une violence inouïe. Ce sont de véritables décharges électriques dans la canne, des coups de fusil. Le plus souvent, l'attaque se produit pendant la phase de redescente du leurre, juste après la traction. Le cendre poursuit le leurre à la montée et le sanctionne violemment quand il retombe. Vous sentirez un bam très net, ou alors votre bannière va se détendre subitement si le poisson prend le leurre et continue sa course vers vous. Ce sont des touches franches, brutales, qui ne laissent aucune place au doute. Et honnêtement, ce sont ces touches-là que l'on recherche tous, celles qui font monter l'adrénaline. Mais attention, agressif ne veut pas dire n'importe comment. Il y a quelques subtilités à maîtriser. Le choix du leurre est important. Pour cette technique, les shads, c'est-à-dire les leurres avec une large nageoire caudale, un paddle tail, sont souvent les plus efficaces. Lors de la traction, leur caudale va se mettre à battre très fort, émettant un maximum de vibrations. C'est un signal fort pour le cendre. Les leurres de type finesse sans caudale peuvent aussi fonctionner, mais ils seront un peu plus discrets. La taille du leurre peut aussi être revue à la hausse. N'hésitez pas à passer sur des leurres de 4, voire 5 ou 6 pouces, soit 10 à 15 cm. Le cendre cherche des proies consistantes pour faire des réserves. Il ne faut pas avoir peur de lui présenter une belle bouchée. Une tête plombée de type football ou ronde est parfaite pour bien sentir le fond et donner une bonne action au leurre lors de la traction. Un autre point crucial est la gestion de la pose.
J'ai dit qu'il fallait abandonner les pauses interminables, et c'est vrai. Cependant, la pause reste un moment clé, car c'est souvent là que la touche se produit. La différence, c'est sa durée. Avec une animation agressive, une fois que votre leurre a touché le fond après la descente, la pause doit être très courte, 1 seconde, 2 secondes maximum. Juste le temps de reprendre contact avec le fond, de retendre un peu la bannière, et on repart immédiatement sur une nouvelle traction. Cette pause courte et tendue crée une sorte de suspense. Le sandre qui a suivi le leurre à la descente le voit s'immobiliser brièvement. Il se dit que c'est le moment ou jamais de l'attaquer avant qu'il ne reparte. Une pause trop longue casserait ce rythme et lui laisserait le temps de douter. Il faut maintenir une certaine pression sur le poisson, ne jamais lui laisser le temps de réfléchir. Le rythme, c'est traction-descente, contact-traction. Pour que ce soit plus parlant, imaginez cette situation bien réelle. Vous êtes au bord de l'eau. Un peu plus loin, il y a un autre pêcheur. Vous l'observez, il pêche à l'ancienne. Canne basse, il mouline très lentement. Son leurre racle le fond. Il est là depuis 2 heures et il n'a pas eu une seule touche. De votre côté, vous venez d'arriver. Vous avez écouté ses conseils. Vous montez un shad de 12 cm sur une tête plombée. Premier lancer, vous laissez couler. Contact avec le fond. Et là, au lieu de mouliner, vous envoyez une grande traction sèche. Vous accompagnez la descente. Votre leurre touche à peine le fond que vous sentez un toc monumental dans le blanc. Ferrage. C'est pendu. Vous sortez un joli cendre sous les yeux ébahis de votre voisin. Ce n'est pas de la chance. C'est simplement que vous avez présenté au poisson ce qu'il attendait à cet instant précis. Une proie en fuite, un stimulus agressif. La preuve la plus flagrante, c'est souvent celle qu'on a en direct au bord de l'eau. Le plus difficile dans tout ça, finalement, ce n'est pas la technique en elle-même. C'est de surmonter la barrière psychologique. Ça nous semble complètement contre-intuitif d'accélérer notre pêche alors qu'il fait encore froid, que nos doigts sont gelés et que toute notre expérience passée nous crie de ralentir. Il faut se faire violence. Il faut accepter de remettre en question des certitudes bien ancrées. Les premiers lancers, on se sent bizarre, on a l'impression de faire n'importe quoi, de pêcher beaucoup trop vite, de faire fuir le poisson. C'est une sensation normale. Il faut persévérer, se forcer à continuer avec cette nouvelle animation pendant au moins une bonne heure. Il faut faire confiance au processus, à la logique biologique que l'on vient de voir, plutôt qu'à nos vieilles habitudes. Et je vous garantis que lorsque vous prendrez cette première touche surpuissante sur une traction, toutes vos certitudes d'avant s'envoleront en 1 seconde. Vous ne voudrez plus jamais pêcher autrement à cette période. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, on a vu ensemble que la sacro-sainte règle de la lenteur en hiver a une exception majeure, la fin du mois de février. On a compris que le léger réchauffement de l'eau et l'allongement des jours déclenchent chez le sandre un changement hormonal lié au pré-frais, le transformant d'un poisson léthargique en un chasseur actif et agressif. Votre animation lente devient alors contre-productive, car elle est antinaturelle et ne déclenche pas son agressivité. La solution, c'est de passer à une pêche en traction, plus rapide, plus agressive, pour imiter une proie en fuite et provoquer des attaques réflexes. Le point le plus important à retenir, le véritable « voilà le truc », c'est de comprendre que parfois, un seul degré de différence dans la température de l'eau peut changer radicalement le comportement des poissons et doit donc changer radicalement notre approche. C'est ça, la clé. Savoir lire ces petits changements et s'y adapter, c'est ce qui sépare un pêcheur qui subit sa pêche d'un pêcheur qui la maîtrise. Merci 1000 fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo a un peu bousculé vos certitudes ou vous a appris quelque chose, le meilleur moyen de me le dire, c'est de mettre un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils. Maintenant, la question finale est pour vous. Allez-vous oser accélérer votre animation la prochaine fois que vous irez au cendre fin février, ou resterez-vous fidèle à la bonne vieille lenteur? Racontez-moi tout ça dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de débattre avec vous. Allez, à la prochaine!